Merci aux organisateurs du colloque de nous avoir invités, Christian et moi, à venir vous parler de projets qu'on est en train de développer. C'est important de garder ça en mémoire. On ne vous présente pas actuellement un produit fini d'un avatar qui pourrait déjà être utilisé. On est vraiment dans un work in progress. On est en train de travailler là-dessus. On n'est pas les seuls non plus, Christian et moi, à travailler sur ce projet-là. Il y a une grande équipe, dont André Plamondon, qui travaille étroitement avec nous. Mais en contexte, la problématique, c'est ce qu'on veut faire avec ça, en fait, ça se situe dans le domaine de la prévention des troubles musculo-squelettiques, des TMS. Et majoritairement chez des gens qui ont un travail à dominante manuelle. Là, sachant, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, on ne fait pas que travailler des bras quand on travaille manuellement, on travaille d'autres dimensions, mais il y a une dominante manuelle. Et on l'a développé, je vous dirais, particulièrement dans le cas de la manutention manuelle de charge. Mais rapidement, encore une fois, sans trop élaborer, je crois que ce qu'on est en train de développer là pourrait avoir une utilisation qui est beaucoup plus généralisée que seulement l'application au cas de la manutention manuelle. L'enjeu qu'on veut avec ça, c'est de voir concrètement pour un manutentionnaire qui est en train de faire une manutention, quelles sont les conséquences des conditions dans lesquelles il œuvre en termes de manutention et quelles conséquences ça peut avoir sur son corps. Et aussi de pouvoir, et ça, tout à l'heure, j'ai fait l'impasse de me présenter là, de ma formation. Je suis chercheur, mais je suis ergonome de formation. Évidemment, je crois beaucoup au savoir-faire que les travailleurs peuvent mettre en place dans des situations de travail aussi. Puis ça, c'est une information qu'on veut avoir, c'est-à-dire pouvoir décrire un peu mieux les techniques que les travailleurs utilisent dans des contextes de manutention et qui peut permettre de diminuer l'exposition auquel ils sont exposés. On parle véritablement d'une forme de biofeedback. Pour l'instant, elle est visuelle, ce biofeedback-là, mais on espère pouvoir avoir différentes formes de biofeedback pour un peu interagir avec le travailleur, puis l'avertir, si on veut, de situations qui peuvent être plus à risque pour lui. Voir l'invisible, qu'est-ce qui est invisible au juste? Les manutentionnaires, véritablement, sont pas toujours au courant, je veux dire, ne sont pas toujours capables de faire des liens nécessairement entre les effets qu'a la manutention de charge sur leur structure corporelle, particulièrement au dos. Là, encore une fois, je ne rentrerai pas dans ces détails-là avec le temps qui nous est imparti. On commence à avoir des problématiques de membres supérieurs, beaucoup en manutention, mais ce qui est ciblé principalement par la recherche, et là où on a le plus de cas, c'est véritablement au niveau lombaire. Là. Ces travailleurs-là sont encore moins, je dirais, en mesure de pouvoir faire des liens entre des conditions de travail, c'est-à-dire les déterminants ou les conditions dans lesquelles les travailleurs œuvrent et qui sont à l'origine des expositions que ces gens-là subissent et des effets éventuellement que ça peut avoir pour eux. Et véritablement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de faire le lien entre conditions de travail, techniques de manutention utilisées et effets sur le corps éventuellement. On est véritablement dans une posture où on ne veut pas juste arriver à définir l'exposition des gens, mais bel et bien une posture qui est plus compréhensive de qu'est-ce que les gens font comme technique de manutention dans tel contexte et qu'est-ce que ça a comme effet sur leur corps. Et c'est véritablement là vers quoi on veut aller dans le but d'influencer les choix que les techniques de manutention que les manutentionnaires peuvent utiliser. Juste vous dire, parce que c'est important pour vous, la technique sécuritaire, c'est une des techniques de manutention que les manutentionnaires utilisent. Quand on les regarde travailler, ils en utilisent beaucoup d'autres que ça. C'est pour ça que c'est très riche que les manutentionnaires font, puis il faut chercher à comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'ils font exactement comme type de manutention. On a publié un rapport en 2011 où on a identifié ce qu'on a appelé des principes d'action en manutention, qui sont des organisateurs du mouvement. En fait, là, pour être bien simple, ce sont des repères qu'on donne à des intervenants qui regardent les manutentionnaires travailler et qui sont capables de paramétrer ou de décrire la façon dont les manutentionnaires font leur manutention. Donc, on a des éléments comme la posture, l'équilibre, la vitesse du mouvement. Donc, on a développé 8 principes comme ça. Et on va faire, Christian et moi, une démonstration de l'utilisation du logiciel, par exemple, pour faire la rétroaction avec les travailleurs sur les postures de travail qu'ils utilisent, qui font partie des techniques qu'ils utilisent. Et on va vous donner aussi un exemple sur comment on va montrer au manutentionnaire la qualité de son équilibre lorsqu'il fait sa manutention de charge. L'alignement postural, c'est le principe que je vous ai parlé tout à l'heure, un des premiers organisateurs qu'on a développé, qui est assez classique en manutention. Une des postures à risque, parce qu'il n'y en a pas juste une quand on fait de la manutention, une des postures à risque que vous avez certainement déjà entendu parler, même si vous êtes profane dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la torsion. Une torsion, si vous regardez mes pieds qui sont au sol comme ça, quand je dévie mes épaules par rapport à mon bassin et que mes pieds ne bougent pas comme ça, je suis en torsion. Et c'est un facteur de risque important pour le développement de troubles musculo-squelettiques chez les manutentionnaires au niveau lombaire.
Donc, comment on sensibilisait les gens à venir jusqu'à maintenant à la torsion? Comment on faisait pour interagir avec les travailleurs? Bien, on le faisait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des images qu'on avait, soit de la situation réelle dans laquelle on intervenait en termes de formation ou de retour, puis on complétait ça avec d'autres types de visuels comme ça pour montrer l'impact que pouvait avoir éventuellement une torsion chez les individus. Comment on veut faire ça maintenant? Véritablement, je reviens, là, on va donner l'exemple de l'alignement, mais j'insiste sur cette idée-là qu'on n'est pas dans un logiciel qui veut juste en arriver à exposer la contrainte que les gens subissent, mais véritablement créer un lien entre les conditions, les effets et les techniques. Puis là, je vous donne un exemple au niveau de la posture que les gens peuvent utiliser. Premièrement, je suis obligé de vous expliquer où on va chercher ces données-là. Comment on anime un avatar dans un environnement virtuel? Bien, le travailleur qui est ici porte cet équipement-là. On appelle Xsense, je ne rentre pas dans les détails, c'est des capteurs inertiels, une dizaine, une vingtaine, admettons, de capteurs que la personne porte. Et vous allez voir éventuellement que l'avatar va bouger de façon identique à ce que le travailleur fait. Donc, vous voyez, là, avant, on utilisait cette technologie-là dans un contexte de laboratoire. Encore une fois, je n'élabore pas beaucoup, mais un contexte de laboratoire, c'est un contexte simplifié par rapport à une vraie situation de manutention. Là, on est capable d'aller dans un vrai environnement de travail. Et André et son équipe, duquel je fais partie, et Christian, on a fait des analyses, et on fait des analyses pour montrer que l'exactitude des données qu'on va chercher quand on est dans ce contexte-là. Donc, on a confiance dans la fiabilité et dans la validité des données qu'on va chercher. Voici ce à quoi ressemble notre avatar. Ce n'est pas nouveau, hein, cette technologie-là, c'est-à-dire qu'un avatar, animer un avatar comme ça dans un contexte de laboratoire, on est capable de le faire. Ce qui est nouveau, c'est les indicateurs ou l'augmentation de la perception des individus peuvent avoir de certaines situations dans lesquelles ils se retrouvent. Donc, vous voyez le travailleur qui bouge ici et l'avatar bouge de façon complètement identique à la façon dont le travailleur bouge. Encore une fois, la façon dont on faisait de la prévention avant, ou qu'on pouvait faire de la formation, c'est qu'on partait de la séquence vidéo comme ça. Là, on voyait, par exemple, que la posture était comme ça. Vous voyez la posture, comment? Si vous regardez la photo, si vous regardez l'avatar maintenant, voyez-vous l'augmentation de la perception qu'on peut avoir maintenant de la torsion qu'il peut y avoir au niveau du dos? Christian, ce qu'il a fait en programmant, il est allé rajouter des lignes ici au niveau des bassins, au niveau des épaules. Ce qu'il y a en blanc mime un peu le mouvement que la colonne peut avoir. Et là, vous voyez une vraie torsion au niveau du dos qui a été amplifiée et que le travailleur peut très bien voir. Et il peut voir le contexte dans lequel il fait ça également. Ce qui est très intéressant dans cet environnement-là, c'est que vu qu'on est dans du virtuel, contrairement à la vidéo, on n'est pas capable de bouger, on est dans du 2D. Là, on est dans du 3D. Donc, on est capable d'animer cet avatar-là et de changer les plans de vue. Une torsion, ça s'apprécie beaucoup mieux quand on regarde le travailleur du haut que quand on le regarde à gauche, qu'on le regarde à droite. Donc, on est capable, dépendamment de ce qu'on veut voir ou de ce qu'on veut faire voir, on est capable d'ajuster l'angle avec lequel on le fait pour pouvoir aller chercher de l'information. Une autre affaire qu'on est capable de faire aussi qui est très intéressant, vous remarquez qu'il y a beaucoup de bruit hein, dans le... c'est ce qu'on est en train de travailler. Hein. Je vous le dis qu'on est en développement. Ce que vous avez ici, c'est toujours la torsion. Puis là, on est capable de superposer une série d'autres informations, d'autres angles articulaires, des moments au dos qui nous donnent une idée de la contrainte qu'on peut avoir au niveau du dos. On est capable d'avoir une idée de la distance de la charge par rapport au corps en temps réel. Donc, on a des informations sur les conditions dans lequel le manutentionnaire est en train de faire sa manutention, et on est capable de faire des liens entre ces conditions-là et éventuellement ce que la personne peut adopter comme posture. Comment on veut utiliser ça? Assez rapidement, dans un contexte de formation, c'est ce qu'on va faire. On a déposé un projet à l'IRSST où ce qu'on veut faire, c'est mettre cette technologie-là dans les mains de formateurs, d'intervenants en santé sécurité au travail qui font de la formation en manutention. On veut faire ça avec de vrais manutentionnaires, puis on veut évaluer l'effet de cet avatar-là et des exercices qu'éventuellement on va proposer aux manutentionnaires pour voir est-ce qu'il y a un apprentissage et de quelle manière les formateurs éventuellement s'approprient cette technologie-là, qu'est-ce qu'ils trouvent qui leur aide le plus, qu'est-ce qu'ils trouvent qu'il y a du bruit qu'on devrait éliminer à l'intérieur de ça. Un des premiers défis, puis on commence pas mal, Christian, en fait, un certain développement par rapport à ça qui commence à être intéressant, c'est qu'on veut passer de la réalité parallèle. Vous avez vu, hein, l'avatar est à côté de la séquence vidéo pour l'instant, et on veut arriver à une réalité augmentée où l'avatar se superpose au manutentionnaire, comme vous le voyez dans cette séquence-ci, où là, véritablement, au lieu que l'avatar soit à côté et qu'on doit naviguer d'un environnement à l'autre, vous voyez que l'avatar suit le manutentionnaire
en direct. Bon, en parlant de ça hier, André faisait la remarque, effectivement, quand on se retrouve dans un environnement comme ça, on n'a plus la possibilité de changer les angles de vue comme on avait, mais ça peut contribuer à avoir d'autres éléments intéressants là, en termes de rétroaction qu'on peut faire. Ce qu'on aimerait aussi beaucoup faire, c'est de réfléchir à la possibilité ou à la contribution que pourrait avoir l'intelligence artificielle dans la compréhension de ces modes opératoires-là, des liens qu'il peut y avoir entre les conditions, les techniques et les effets. Parce que là, vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, et on ne peut pas se passer de ça, c'est évidemment l'intervenant qui va devoir analyser ces séquences-là, faire des liens et tout. Mais on pense que si on rentre suffisamment de données dans ce logiciel-là, éventuellement, on pourrait voir peut-être que la personne a un patron moteur donné, un équilibre X dans telle circonstance, donc on pourrait interagir un petit peu plus avec lui ou avec elle pour pouvoir corriger ces choses-là ou la rendre consciente de cet élément-là. Donc, c'est une des voies qu'on veut explorer. Et troisièmement, ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est de pouvoir utiliser cette technologie-là, par exemple, pour l'analyse d'exosquelettes. En laboratoire, mais sur le terrain aussi, voir de quelle façon ça diminue l'exposition, mais de quelle façon ça change les techniques de travail des gens, que ça peut déplacer des contraintes, que ça peut peut-être challenger un peu plus l'équilibre chez les individus. Même façon, avec cet environnement-là, on est capable de paramétrer, on est capable de savoir les distances par rapport aux robots de façon assez précise. On voulait vous donner un exemple, je ne vous l'avais pas remarqué, c'était la surprise, peut-être que vous l'avez remarqué, je porte Xsense actuellement. Donc vous voyez que c'est quand même assez discret, je vous dirais, vous allez peut-être remarquer via mes mains. Donc, ce que je veux vous présenter, là, c'est le principe d'équilibre qu'on a développé, qui est un principe qui est fondamental en manutention. Les gens pensent que la manutention, ça se passe beaucoup par les mains. Hein? On fait référence beaucoup à la façon dont on prend les charges. Moi, depuis que j'étudie la manutention, c'est une activité qui se passe par les jambes, qui se passe par les pieds, c'est la façon de déplacer ses pieds. L'équilibre est très intéressant, mais comment parler d'équilibre avec un travailleur? Comment y faire rendre compte de cette qualité de l'équilibre, de quelle façon des conditions de travail influencent son niveau d'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire un centre de gravité? Fait que là, vous voyez que l'avatar me suit en temps réel, hein, c'est moi qui bouge, là. Et on a apparition, avec ce que Christian a programmé, d'une base d'appui qui apparaît en vert. Donc, vous voyez, quand mes deux appuis sont au sol, comme ça, il va reproduire, et le point blanc, vous devinez sûrement, c'est un centre de gravité, c'est mon centre de gravité qui est à l'intérieur de ma base d'appui. Quand je suis sur un pied, équilibre plus précaire. Quand je rapproche mes pieds, équilibre un petit peu plus précaire. Et là, vous voyez que hein, la base d'appui change de couleur en fonction, pour donner une indication. Tout comme tout à l'heure, je ne vous ai pas donné ça, mais vous voyez peut-être un chiffre en haut de l'avatar quand on parlait de la torsion, mais c'est l'angle de torsion qui apparaît. Et on peut donner des seuils à ça. Si c'est vert, c'est parce que c'est une torsion qui n'est pas trop dommageable, etc. Bien, on fait un peu la même chose avec l'équilibre. Quand je marche, hein, la marche, c'est un déséquilibre contrôlé. Vous voyez que je suis en équilibre précaire quand je fais ça. Et chez les manutentionnaires, ça, pourquoi on vous parle de ça? C'est parce qu'ils ne sont pas toujours en équilibre stable, comme on entend dans les formations. Ils vont beaucoup exploiter ce qu'on appelle des déséquilibres contrôlés. Ils vont passer d'un centre de gravité qui est sur le pied le plus proche de la charge, et ils vont se servir de leur corps pour transférer leur poids. Vous voyez qu'on est capable de montrer ça. Là, je ne vois pas en arrière, mais vous voyez que mon centre de gravité va passer d'un pied à l'autre. Et là, si Christian fait apparaître un poids à cette charge-là, vous voyez que je n'ai pas de charge dans les mains. Là, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de capteur sur la charge, là, on ne peut pas la faire apparaître autrement qu'en faisant ce que Christian fait. Le point rouge qui vient d'apparaître, c'est ce qu'on appelle un centre de gravité combiné. C'est mon centre de gravité avec celui de la charge. Donc, si j'éloigne la charge en avant de moi, vous voyez le centre de gravité combiné, ce qu'il fait, c'est qu'il se rapproche de les limites de ma base d'appui et ça peut créer éventuellement un déséquilibre. Si je la pousse trop loin par en avant, bien, je perds effectivement l'équilibre. Et en fonction, Christian est même capable, artificiellement, je vous dirais, de jouer sur le poids de cette boîte-là. Donc, on peut dire, mettons que tu as 10 kilos dans les mains et que tu es placé comme ça, voici ce que ça faisait. Mais si tu avais 35 kilos, si tu avais 40 kilos, voici ce que ça ferait sur ton niveau d'équilibre de te placer dans une situation comme ça. Donc, c'est l'exemple qu'on voulait vous donner pour l'équilibre. Je passe, ou Christian, je ne sais pas si tu veux enchaîner sur ces éléments-là. Au niveau de l'avatar, exemple, si on s'en sert en fait pour faire comprendre aux ouvriers, en fait, qu'est-ce qu'il y en est, d'où ça vient cet équilibre-là. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde chacun des segments, puis que j'ajoute à ces segments-là chacun des centres de gravité des segments, en fait, au point inertiel de chacun de ces segments-là, bien, le centre de gravité qu'on voit au sol, finalement, c'est
en ajoutant ici un centre. Ça, ici, la soucoupe jaune, en fait, correspond au centre de gravité du système au complet. C'est le vrai centre de gravité, en fait, du système. Bien, le vrai virtuel, en fait, mais... Puis, le point que vous voyez au sol, en fait, c'est la projection de ce centre-là au sol. Parce que là, finalement, on est en statique ou quasi-statique. En fait, si on avait une force, là, on a la force de la gravité. Donc, c'est la force de gravité qui s'en va directement au sol, puis qui est représentée dans le polygone de sustentation. S'il sort du polygone de sustentation, bien, il y a déséquilibre. C'est qu'en fait, si, là, on travaille à mettre prochainement les forces dynamiques, donc, il n'y a pas juste la gravité, il y aurait les forces inertielles, il y a d'autres forces en jeu, centrifuges et tout. Ça va être ajouté par la suite. Ça fait qu'on peut peut-être, je dis bien peut-être, parce que dans le fond, ça va être le but d'un prochain projet qu'on a à l'Institut, d'essayer de voir avec ce genre d'indicateurs-là comment on peut arriver à faire comprendre à des gens en leur montrant des choses qui ne sont pas visibles. C'est d'où l'invisible, de montrer l'invisible, en fait. Fait que si je viens ici, parce que Denis a parlé de d'autres aspects. En même temps, on peut peut-être mettre plus réaliste la chose en mettant quelque chose de plus réel. C'est pas moi qui grimace, c'est l'avatar qui est en grimace. On peut aussi ajouter des outils pour trouver pour pouvoir tracer le déplacement. Finalement, si on retourne à ce qu'on avait dans l'alignement, bien là, c'est nos premiers trucs qu'on a fait. Ça fait qu'on va décider si on garde tout ça, mais on a, comme on a vu tantôt, le cube qui nous permet d'assez bien voir une rotation, une torsion. Je vais juste aller enlever les suivis de traces. On a aussi d'autres aspects qu'on peut aller mettre comme un cylindre qui nous permet d'avoir une autre façon de voir qui est représentatif d'autre chose, en fait, si tu veux. On pourrait aussi voir ça, qui paraît un peu étrange, mais en fait, on pourrait presque expliquer si on avait fait la bonne courbure du dos, parce que dans le fond, là, pour l'instant, c'est comme une interpolation entre le bassin et le tronc, mais on pourrait parler ou expliquer ce qui arrive entre les vertèbres, où chacune des cartes pourrait correspondre à des vertèbres, ou on peut mettre des vertèbres, en fait. C'est peut-être plus réel. C'est peut-être plus proche de la vraie chose. Mais finalement, c'est différentes façons de voir qu'on essaie de mettre en place. Et dans le prochain projet, on va apprendre comment se servir de ces trucs-là. Comme là, si tu bouges les mains, tu as aussi le bras de levier qui apparaît en même temps que l'alignement. Puis en fait, chacun des cercles nous montre pas juste l'alignement, mais il nous montre l'alignement par rapport à la charge. Donc, le tronc, les jambes et les mains. C'est qu'on a différents outils qu'on peut faire apparaître. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Je finirais juste en vous disant, on l'a beaucoup présenté comme un outil utile pour les formateurs, pour donner la rétroaction éventuellement à des travailleurs. C'est le contexte dans lequel on veut l'utiliser. Mais je vous dirais déjà, avec les développements que Christian a fait, moi, je porte déjà un nouveau regard aussi sur les techniques de manutention qu'on a pu apprécier par le passé avec d'autres façons de pouvoir les voir. Avec cette perception-là augmentée de certains aspects, je suis en train de voir, donc il y a une utilité aussi en termes de recherche, de compréhension des modes opératoires utilisés par les manutentionnaires d'un point de vue vraiment recherche et non pas d'un point de vue valo, transfert, là, comme on vise l'utilisation préférentielle de ce logiciel-là. Merci pour votre attention.